On est en Coucou live. tout le monde, on est en live, yes. Bon, tu On veux est en commencer? bonne compagnie, ouais, je vais commencer. On est en bonne compagnie avec Faustine de l'Adanasso et Picsou, que vous connaissez bien. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de réglementation. On va faire un gros focus sur ce sujet-là. On va vous parler de Mika, que vous connaissez sans doute déjà. On va vous parler aussi de TFR, voilà, qui vient s'ajouter à la Mika, qui est en fait le Transfer of Funds Regulation. Donc, vous l'avez bien compris, hein, c'est réguler Pas de les prononciation. fonds. Voilà, là, c'est les mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc, plus sérieusement, on va vous expliquer de quoi il s'agit, les seuils, parce qu'il y a des règles dès le premier euro, il y a des règles dès 1000 euros, entre les exchanges, mais aussi vers les wallets non custodiales. Qu'est-ce que ça implique pour les acteurs du marché en Europe? Tout ça. Donc, on a pas mal de questions pour Faustine qui va aujourd'hui être la maîtresse d'orchestre de toutes nos questions parce que la réglementation, c'est pas notre truc. On fait un minimum d'efforts, mais voilà, chacun son métier. Disons les choses comme ça. Bonsoir Faustine, merci de ta présence. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, on va essayer de rendre la réglementation un peu plus sexy que ça peut l'être, mais c'est quand même utile de connaître un peu mieux. Il y a déjà dans le Yes. chat des gens qui disent je suis là juste pour Faustine, bonjour. Tu vois, pour Bon, te bah dire, voilà. on est sur notre live, on nous dit même pas bonjour, on te dit bonjour directement à toi. Donc, On nous dit. je crois que tu étais Ok, assez ok, ok. attendu. Mais ouais, je pense que ce live, il est, même cette vidéo pour les gens qui nous regardent sur YouTube, assez important dans le sens où, en fait, à chaque fois, on voit des articles passer, on entend des choses, des rumeurs, on voit des tweets directement. Mais au final, il y a tellement d'informations, j'ai l'impression qu'il y a tellement de bruit que des fois, bah, c'est tout simplement difficile de s'y retrouver. Et l'objectif de ce live, ça va être tout simplement bah, un petit peu d'éclaircir tout ça. En plus de ça, je pense que, eh bien, on voit aussi Faustine régulièrement sur des lives ou même sur Twitter, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment bah, quel est ton rôle, comment fonctionne la DAN, notamment que tu as créé. Donc, il va y avoir pas mal de choses à discuter. Je pense qu'on peut accueillir tout simplement déjà tous les gens dans le chat. Ça fait plaisir Yes. qu'il y ait du monde. Merci à tous et force à vous sur les marchés parce qu'on a eu les chiffres de l'inflation et je crois que voilà, ça n'a pas fait nécessairement du bien au prix. Donc, Bah, tous les 40 jours, hein, on va y avoir droit parce que, bon, pour la parenthèse, moi, je vois pas comment ça peut aller mieux à court moyen terme. Hein, donc, juste, va falloir s'habituer, quoi. un Va peu falloir d'optimisme quand s'habituer. même. Bah, c'est pas optimiste, c'est réaliste. Après, à un moment donné, ils vont inventer des nouvelles combines et puis ça repartira comme en 40. Mais là, pour le moment, c'est pas le moment des combines. Là, c'est le moment d'encaisser. Bon, trêve de parenthèse, Faucine, pas mal de questions par rapport à toi, par rapport à l'ADAN aussi. Présenter ce que c'est, ce que vous faites, combien vous êtes. Voilà, quel est votre rôle tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, petite parenthèse encore. Souvent, en fait, les sujets de régulation, on n'en entend pas trop parler sur les réseaux sociaux, les Twitch, les YouTube. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà, c'est une activité généralement qui ne te fait pas gagner d'argent. Elle t'évite simplement d'en perdre ou elle te permet d'accéder à un marché. Mais souvent, c'est des sujets qui sont évités de la part des entrepreneurs, je dirais. Et puis en plus de ça, bah on ne sait pas trop à qui s'adresser, donc c'est bien qu'on ait la Dan avec nous parce que franchement, vous faites partie des seuls acteurs qui représentent les particuliers et les professionnels aujourd'hui. Donc si tu pouvais nous expliquer un petit Alors, peu ce que c'est la Dan, ouais. tu spoil un peu effectivement sur ce qu'est la DAN et qui on représente et notre mission au jour le jour. Donc oui, je comprends que peut-être qu'on n'est encore pas connu de tous, mais c'est assez normal, on est relativement jeune. On est une association qui a été créée en janvier 2020, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Au début, c'était 11 membres fondateurs, je dirais les principales, les plus avancées des entreprises françaises qui nous soutenaient. Donc, ça va être des gens comme Ledger, Coinhouse, Kaiko, Wurton, donc ça peut-être des noms que vous connaissez. Mais aujourd'hui, la DAN, Yes. c'est un peu plus de 165 entreprises membres. Parce qu'effectivement, notre cœur de métier, c'est de représenter, de fédérer et de porter la parole des entreprises. Alors, on ne représente pas les particuliers, même si dans le cadre de nos missions, on va forcément traiter de choses qui vont les intéresser. Et je pense notamment à tous nos travaux en matière de fiscalité, où on sait que là, on intéresse un tout petit peu plus de monde que sur la réglementation. Donc, Ouais, une bien sûr. association professionnelle de façon pas très inédite, pas très innovante, porte la voix de ses membres.
qui composent, nous concernant, le secteur des cryptoactifs dans sa très grande diversité. Donc, on a des membres qui font vraiment des activités extrêmement différentes et pour lesquelles on va avoir besoin soit de participer au débat réglementaire, parce que le postulat de départ, c'est que, alors, on ne fait pas la réglementation, parce que c'est souvent ce qu'on peut nous attribuer. On n'a pas ce pouvoir, pas encore. En revanche, on participe au débat pour qu'elle soit la moins pire possible. En réalité, c'est ça. Parce que s'il n'y avait pas de porte-parole du secteur, pas de personnes qui puissent expliquer qui sont les entreprises, ce qu'elles font, et en quoi telle règle est inadaptée, telle règle est trop lourde, on aurait quelque chose de beaucoup plus strict et punitif qu'en fait ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et on parlera de la réglementation européenne. Donc on participe beaucoup au débat réglementaire, au débat en matière de fiscalité. Ça va reprendre avec la rentrée et le projet de loi de finances, donc beaucoup de sujets sur la table. On a une action plutôt transversale de visibilité du secteur, parce que c'est vrai qu'on connaît très très peu les entreprises dans le monde institutionnel qui sont en fait nos interlocuteurs, donc les autorités de régulation, de supervision, le gouvernement et l'administration, les institutions européennes. Voilà, c'est des gens qui forcément sont pas connectés au secteur et on se veut être le pont quand ils ont des questions et quand ils ont besoin de s'adresser aussi à des entreprises et en tout cas réaliser en fait ce que ça veut dire réglementer, comment ça les impacte, parce que c'est un peu le problème aussi de certains institutionnels, c'est de créer des règles un peu en chambre sans se rendre compte de l'impact en termes d'emploi, de développement, en fait l'impact réel sur l'économie réelle des cryptos, parce qu'on essaye évidemment de débunker la principale image négative qui circule, à savoir il n'y a pas de valeur derrière les cryptoactifs, or il y a une économie réelle, bien réelle, et en particulier en France. Donc, valoriser le secteur, le mettre en avant et expliquer les opportunités que cela représente. Essayer de réconcilier le secteur avec d'autres segments, notamment bancaires et financiers, parce que pour monter une boîte crypto, il faut d'abord ouvrir un compte. Voilà, c'est compliqué. C'est plus compliqué du côté des bancaires que des cryptos, je dirais, parce qu'en réalité, les cryptos, ils s'en sortent. Derrière, ils vont vers des établissements qui ne sont pas des établissements français. Donc, effectivement, pour l'instant, ils s'en sortent. Ensuite, ça peut être long. Et on a vu des business qui, en fait, ont capoté simplement parce que trouver un partenaire bancaire a pris énormément de temps et qu'ils n'avaient pas ce temps-là. Donc, avec les banques, avec les assurances, voilà, il y a énormément de difficultés qui restent à résoudre et qui sont beaucoup liées à la mauvaise perception du secteur. Donc, c'est aussi le travail pédagogique, quelque chose d'important que l'on mène pour, voilà, quand on arrive, en général, il faut d'abord expliquer que la crypto, c'est pas le véhicule préféré de blanchiment et de financement du terrorisme, c'est pas une catastrophe écologique, les cryptos ont une valeur, enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de choses à déconstruire avant de pouvoir qu'on était tous construire. des terroristes ici. Bon, en tout cas, on dit le contraire. Moi, j'ai un petit penchant pour le financement de la pédopornographie de temps en temps. Voilà. On peut en rigoler, mais en réalité, ça complique énormément nos missions parce que c'est ce que je disais, c'est qu'il faut d'abord qu'on remette un peu les bases avant de pouvoir reconstruire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'interlocuteurs qui n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont sur énormément de sujets. Les institutions européennes, elles ont beaucoup accéléré sur la réglementation des cryptos, mais ce n'était pas le seul sujet à leur agenda. Donc, il faut savoir, dans des temps extrêmement restreints, à la fois parce que eux en ont pas beaucoup et que les débats sont allés extrêmement vite, être pédagogue tout en expliquant à quel point les débats réglementaires peuvent aller parfois dans le mauvais sens. Bien sûr. Moi, j'avais une question vraiment sur la création de la LAN, parce que du coup, aujourd'hui, vous existez. Je suppose que vous existez maintenant depuis quelques années. Mais ma question, c'est surtout, à partir de quel moment, par exemple, vous êtes dit, OK, on va créer la DAN, quel est un petit peu le background aussi des personnes derrière? Et je suppose que la DAN, vous existez au sein des cryptos, mais il y a aussi des organisations qui sont peut-être similaires dans d'autres industries. Souvent, on parle de lobby, etc. Voilà, à quel point vous êtes calqué, à quel point vous êtes benchmarké ce qui existait déjà, et surtout d'où vous venez en fait exactement pour vous dire, OK, nous, on va être la DAN, et justement, on va représenter cet écosystème. Alors en fait, moi-même, j'ai travaillé dans une autre association professionnelle, entre guillemets du mauvais côté, parce que j'étais à l'association professionnelle des marchés financiers. Donc j'ai un background, et en fait, quand je suis arrivée à la DAN, j'ai apporté cette expertise et cette expérience, et aussi le réseau, puisque finalement,
quand on a commencé à parler de réglementation en France, on s'est d'abord adressé, en tout cas les régulateurs se sont d'abord adressés aux gens qui connaissaient, à savoir la place bancaire et financière, et donc les associations représentatives des institutions bancaires et financières. Donc à titre personnel, c'est comme ça que je suis arrivée sur les cryptos, et c'est pour ça que les gens que j'ai côtoyés à l'époque sur ces sujets sont les gens qui travaillent encore sur ces sujets aujourd'hui et qui sont aussi nos interlocuteurs. Donc voilà, comme ça je pose tout de suite le sujet. J'ai fait de la banque et de la finance. Tu viens du côté auparavant. obscur, quoi. Et maintenant tu passes Exactement. du côté. Mais j'ai rectifié le tir assez rapidement. Du coup, qu'on comprenne bien, ouais, la DAN, vous êtes une asso, vous n'êtes pas un régulateur, vous n'êtes pas un autorégulateur. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, vous faites pas la loi, mais c'est-à-dire que comment je pourrais expliquer ça? Aujourd'hui, si vous cherchiez à faire changer une loi, tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire un groupement d'entreprises et rapporter une parole auprès des régulateurs, c'est ça? Bah, le lobbying, alors c'est un gros mot en France, mais ça devrait pas l'être. En fait, c'est simplement de la représentation d'intérêts. Donc effectivement, nous, l'association La DAN, on représente l'intérêt du secteur des cryptoactifs. Et donc, on porte leur voix, on porte leur expertise, leur expérience, leur sujet, leur message auprès de gens qui font la loi, pour le coup, qui prennent des décisions qui vont les impacter, mais qui sont effectivement pas du secteur. Donc nous, on accompagne les régulateurs, les législateurs, les politiques quand ils vont penser stratégie en matière de crypto, quand ils vont penser réglementation des cryptos, et c'est pour ça que c'est très important qu'on fédère le plus d'acteurs de l'industrie, le plus gros et le plus représentatif on est, le plus crédible. Ah, on a la première coupure de Faucine. Elle a des petits soucis de connexion, c'est pas grave. Des représentants d'intérêt quand ils travaillent, puisque c'est comme ça qu'ils ont l'information. Donc, lobbying est toujours perçu comme un gros mot, mais de façon pragmatique, on ne peut pas demander à un législateur, à un régulateur, de connaître parfaitement tous les sujets sur lesquels ils vont travailler. Ils vont forcément devoir s'adresser à des gens. Donc, soit ils s'adressent à toutes les entreprises en même temps, parce qu'ils les connaissent, mais le travail est énorme. Soit ils s'adressent aux représentants du secteur, donc la DAN pour l'industrie des cryptos, parce que le nombre de membres qui sont à l'association, c'est autant de gens qui nous donnent mandat de porter leur voix, et donc c'est comme ça que les régulateurs nous font confiance. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on fédère le plus possible. Je pense qu'on parle de gros mots avec le mot lobby parce que forcément on pense à des intérêts un petit peu plus obscurs, on pense à je sais pas, on pense à Total, on pense à des acteurs qui polluent, on pense à des acteurs du style des banques et forcément qui n'ont pas forcément une image en tout cas très positive et souvent que le public voit d'un mauvais œil. Donc je pense que c'est pour ça que les gens ont un petit problème avec le mot lobby de base. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que en vrai, pour tous les intérêts qu'on doit défendre, y compris ceux qui nous touchent, ceux qui nous tiennent à cœur, on est obligé au final d'avoir une voix qui nous défend entre guillemets au plus haut sommet, parce que autrement on se fait marcher dessus et c'est les mauvaises personnes qui parlent de cet écosystème et notamment des personnes qui ont soit des intérêts à entre guillemets le décrédibiliser, soit des personnes qui le connaissent mal en fait, tout simplement. Exactement, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais au début vers qui ils se sont tournés quand ils ont entendu parler des cryptos et qu'ils ont voulu réguler. Vers les associations bancaires, les associations des marchés financiers. Ça, c'est quand même un problème, et c'est pour ça que, j'en reviens à ta question de tout à l'heure, pourquoi on a été créé. C'est parce qu'on peut pas laisser n'importe qui finalement porter la voix de la crypto. Et encore moins des personnes qui ne fédèrent pas ces entreprises-là, parce que forcément, elles vont pas représenter aussi bien leurs intérêts. Donc oui, il y a de toute façon, dans tout le processus de réglementation ou de décision, de prise de position politique, un accompagnement par des gens du secteur privé, et les associations sont très bien positionnées pour aider à ces prises de décision et à la construction de la réglementation. Donc mieux vaut que ce soit nous que la Fédération bancaire française ou l'Association française des marchés financiers, parce que à mon avis, on sera beaucoup mieux représenté si c'est la DAN. Est-ce qu'ils ont quand même une voix, est-ce qu'ils ont quand même une voix malgré le fait que vous existiez, par exemple, ou pas? Est-ce que du fait que vous existiez, on vient directement, systématiquement vous consulter, ou en tout cas vous êtes l'interlocuteur privilégié? Ou est-ce que malgré le fait que vous existiez, il y a toujours, j'en sais rien, des acteurs équivalents du secteur bancaire qui sont consultés et qui, je sais pas, se mettent face à vous, par exemple?
Pour porter la voix des entreprises crypto, on est clairement l'association de référence vers En qui les France? régulateurs se tournent. En France et de plus en plus en Europe, puisqu'on a une vocation à D'accord. devenir une association européenne. Parce que justement, des structures aussi matures et aussi développées que la DAN, en fait, il n'y en a pas vraiment. On est l'association la plus avancée au niveau européen et vu qu'on travaille énormément sur les sujets européens, on a vocation, mais ça a toujours été en fait l'ambition de base, hein. On a vocation à être une association européenne. Donc, au niveau du secteur crypto, oui, ça va être nous. Ensuite, les régulateurs sur les sujets crypto, ou je dis les régulateurs, ou le gouvernement, ou l'administration, évidemment, ils consultent d'autres personnes. Les banques, la finance, parce qu'ils sont impactés et parce que, en fait, vous avez des processus très ouverts de consultation où n'importe qui en soi peut donner son avis. Par exemple, quand l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a consulté pour savoir est-ce qu'on réglemente les cryptos, c'était une consultation publique. Donc, en fait, tout le monde pouvait envoyer sa réponse à l'AMF pour donner son avis. Et donc, c'est assez logique que des associations représentatives de banques ou de marchés financiers qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que la crypto, mais du coup portent leur voix à travers ces consultations publiques et du coup derrière sont aussi identifiés comme des gens qui sont écoutés sur ces sujets. Bien sûr. Ok, très clair. On a pas mal parlé de la DAN. Pour le moment, on va y revenir de toute façon. Je pense que ça peut être sympa justement qu'on enchaîne directement sur les sujets Mika et TFR, c'est ça? Ouais, TFR. Alors, qu'est-ce que c'est le PSAN? Qu'est-ce que c'est Mika? Qu'est-ce que c'est le TFR? Voilà, déjà pour poser les lignes, c'est des termes qui reviennent en boucle et qu'il faut connaître si vous êtes un petit peu dans le marché des cryptos. Alors oui, c'est pas simple, mais on va peut-être effectivement repartir de la base pour être le plus simple possible. En France, on a déjà une réglementation depuis plus de 3 ans. On est assez précurseur et le problème, c'est qu'on n'avait pas de réglementation dans tous les autres États membres et en tout cas harmonisée. Et pourquoi je dis que c'est un problème, c'est parce que l'industrie française, elle est encadrée, elle doit respecter des règles et pour l'instant, elle est un peu seule à devoir respecter ces règles et donc elle est plutôt désavantagée si dans les autres États ou les autres acteurs, il n'y a pas le même traitement. Et du coup, c'est comme c'est plus light en matière de réglementation, forcément les coûts afférents sont pas les mêmes et les activités sont pas encadrées et sont pas limitées pareil. Donc la France a posé les grands principes d'une réglementation qui ont été ensuite repris au niveau européen. C'est pour ça qu'on peut dire que le régime européen qu'on est en train de construire s'inspire vraiment de ce qu'on a fait, et en particulier sur le régime des PSAN. Donc tu parlais du PSAN, c'est le premier acronyme à développer. Ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Donc c'est un nouveau statut des personnes qui sont encadrées sous la réglementation française et qui va être transposée au niveau européen. Donc on est en train, parce qu'au niveau français, ça fait 3 ans qu'on a cette réglementation. Au niveau européen, on est en train de la construire et c'est pour ça qu'on a eu des grosses nouvelles au mois de juin qui confirment qu'on est en train d'avancer. Et donc les deux gros sujets très imminents, mais qui ne seront pas les seuls en matière de réglementation pour les cryptos, c'est le règlement MiCA dont tu parlais pour Markets in Crypto Assets et la révision d'un règlement qui existait déjà en 2015, mais qui va désormais s'appliquer aux cryptoactifs, qui est transfert de fonds. Donc, c'est deux règlements qui vont concerner les PSAN et les émetteurs aussi, d'ailleurs, de cryptoactifs. Il y a deux objectifs différents. MiCA, c'est pour la protection des utilisateurs. Les objectifs affichés de la réglementation, j'entends. Protection des utilisateurs. TFR, ça va être la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, c'est deux corps de règles qui sont différents, mais que vont devoir appliquer tout ce qui va être PSAN, donc plutôt les acteurs centralisés des marchés de cryptoactifs. Donc MiCA, ça va dépendre de quelle est l'activité, mais ça va encadrer tout ce qui va être conservation de cryptoactifs, échange, conseil, gestion, placement, etc. Avec des règles vraiment spécifiques selon le service qui est rendu. Et ça va aussi concerner les émissions, et notamment les émissions de stablecoin. Et c'est là où on a le plus de problématiques, disons, avec ce qui est en train de se dessiner, avec quelque chose d'extrêmement strict. TFR, ça va être très grossièrement des exigences d'information et d'échange d'informations entre ces plateformes PSAN sur les transactions qui sont passées. C'est un des problèmes des débats qui n'a pas été résolu, le fait qu'il y aura aussi cet échange d'informations demandé quand il y aura un portefeuille non custodial qui sera impliqué dans la transaction.
Donc voilà, ça c'est très grossièrement à quoi ressemble la réglementation imminente, parce qu'on a eu des accords politiques en juin. Donc ça veut dire qu'on est en train de mettre en place ça pour, on va dire, 2024-2025, pas avant, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais MiCA et TFR, c'est quelques coups de pinceau sur un tableau qui va être beaucoup plus important, où il va y avoir d'autres textes de réglementation qui vont concerner les cryptoactifs qui vont arriver et sur lesquels les débats sont beaucoup moins avancés et sur lesquels on va devoir travailler beaucoup plus à partir de maintenant. Ok. J'ai une question par rapport à tout ça. Je pense que c'est un peu la question touchy, la question tricky, mais globalement, à quoi ça sert qu'on ait toutes ces règles si globalement le monde entier ne les applique pas? C'est-à-dire que au final, qu'est-ce qui empêcherait on parle de défendre les consommateurs. Qu'est-ce qui empêche, enfin, pourquoi, par exemple, un Luna Bis ou un UST Bis qui explose de partout et qui fait perdre de l'argent à des milliers ou en tout cas des millions de personnes n'existerait pas avec ces lois qui rentrent en vigueur? Parce qu'au final, ce que ça nous dit, c'est que certes en Europe, on va être régulé. Je pense que dans le monde entier, on va être régulé. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que citoyens européens, de consommer des produits qui viennent aussi de d'autres territoires, à savoir les États-Unis ou par exemple l'Asie. Tu pourrais être lobbyiste parce que rien n'empêche un client européen d'aller chez un prestataire étranger pour souscrire à son émission ou son service. Et ça, c'est un énorme problème, c'est une énorme brèche en fait qui existe dans la réglementation. Alors, normalement, le principe de la réglementation européenne, c'est que si tu t'adresses au marché européen parce que tu rends un service ou que tu émets des actifs à destination du marché européen, tu dois être en conformité avec la réglementation européenne, donc MiCA ou TFR. Et même si tu es un acteur étranger, voire même tu dois être obligé de t'établir en Union européenne. Mais ça, c'est si tu t'adresses activement au marché européen. Si c'est le marché européen qui vient à toi, c'est-à-dire si toi, tu vas sur la plateforme étrangère X et qu'elle dit non, moi je ne sollicite absolument pas le marché européen, genre Circle, je n'adresse pas le marché européen avec mon stablecoin euro, exemple très concret, alors rien n'empêche le client européen d'y aller et rien n'oblige le prestataire étranger à être en conformité avec la réglementation européenne. Ouais. C'est ce qu'on appelle en fait la reverse solicitation. Et du coup, la subtilité, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de démarchage actif du marché européen pour que le prestataire étranger reste à l'étranger et pas régulé au niveau européen. C'est quand même du foutage de gueule, parce qu'au final, l'euro, enfin le stablecoin euro, a priori, qui va l'utiliser? Je pense pas que les Américains vont s'amuser à l'utiliser alors que l'euro est plus faible que le dollar en ce moment. Enfin, bref, il y a toujours un cas où eux, ils l'utilisent, mais c'est tellement je trouve ça honteux. Parce qu'au final, en Europe, on se retrouve à ne rien pouvoir faire et les Américains peuvent le faire et ils ne démarchent pas le marché européen, mais le marché européen va le démarcher lui-même. Là, tu parles en tant qu'entrepreneur et c'est la question que je voulais te poser, Faucine, c'est qu'en fait, qu'on comprenne bien. C'est une opinion personnelle, encore une fois. Non, mais PSAN ou MiCA ou VASP, dans quel pays, tel pays, si vous voulez, VASP, pour ceux qui nous écoutent, c'est Virtual Asset Service Provider. C'est l'équivalent du PSAN, c'est la terminologie anglophone pour le PSAN, en gros. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça, c'est un espèce de label, un espèce de badge pour protéger le consommateur finalement, ou du moins donner l'illusion de protéger en lui disant là ça se passe selon nos règles, pour obtenir ce label ils ont dû faire telle chose, fournir de la documentation, mettre en place des mécanismes, et donc à ce moment-là effectivement, si je sais pas, je dis une bêtise, Binance, Kepsan aujourd'hui, Binance fait une grosse erreur et fait perdre de l'argent à ses clients. Vu qu'on est rentré dans la grande machine du système et de l'État, là, l'État va pouvoir faire quelque chose. Mais donc, j'imagine bien que quand tu sors du système, quand tu restes dans la fameuse décentralisation, en pair à pair, DEX, etc., l'idée, ce serait de se dire, si le consommateur, il perd de l'argent, il peut que se plaindre auprès du protocole et l'État n'a pas à interagir là-dedans. C'est ça, en gros. Finalement. Oui, et c'est pour ça que en soi, la réglementation, elle peut être bénéfique pour favoriser l'adoption pour des gens qui sont encore rebutés parce que y a pas de cadre, donc ils sont pas sûrs, par exemple, je sais pas, de récupérer leurs fonds ou d'être remboursés facilement, ou qui sentent pas qu'ils ont toute l'information qu'ils devraient avoir pour souscrire de façon sereine à un service ou à une émission. Donc la vertu, quand elle est bien faite, encore une fois, de la réglementation, c'est de pouvoir amener le grand public et une mass adoption qu'on n'aurait pas sans.
parce que les entreprises et les acteurs centralisés sont plus sûrs et sont encadrés, et qu'effectivement derrière, s'il y a un souci, il y a un régulateur, il y a un superviseur pour aider l'utilisateur à s'en sortir. Donc en soi, c'est vertueux. Ensuite, et c'est un peu ce que tu commençais à dire tout à l'heure, il faut qu'on ait des entreprises en Europe pour appliquer ces réglementations, pour pas pousser en fait les clients européens vers d'autres prestataires qui eux sont pas réglementés et qui sont donc moins sûrs. Donc c'est pour ça qu'il faut un équilibre entre bien sûr l'adoption massive, parce qu'on ne pourra pas anticiper qu'absolument tout le monde aille sur la DeFi pour accéder aux cryptos, nécessite un minimum d'exigences que doivent respecter des intermédiaires pour que tout le monde soit très serein et confortable pour aller sur ces marchés. Mais du coup, il faut des marchés. Donc, l'équilibre est nécessaire entre les deux. Et c'est là où, parfois, l'équilibre n'est pas atteint sur certaines dispositions. Donc, sur les débats et sur les conclusions des accords qu'on a eus en juin, on peut parler d'issues favorables sur des sujets où vraiment le curseur a été remonté vers la promotion de l'innovation, là où c'était pas suffisant. Mais il y a aussi des issues plutôt défavorables où on a extrêmement peur que ça entrave le développement des entreprises en France et en Europe. Yes, je m'étais noté quelque chose, excuse-moi Léo, je m'étais noté quelque chose en lisant un article tout à l'heure, je crois que c'était sur BFM. Il y a apparemment une mesure de plafond autorisé d'échange journalier de 200 millions d'euros. C'est pour qui et pourquoi? C'est pour certains stablecoins, donc ça ne va pas concerner les stablecoins euros. Le but, c'est plutôt de contraindre tous les stablecoins multidevises ou monodevises qui ne sont pas de l'euro, donc des stablecoins dollars par exemple. Okay. Et effectivement, toute émission où tu as plus de 200 millions en valeur de transactions par jour, ou c'est 100 millions de transactions par jour en moyenne, tout ça, si tu dépasses ces seuils, effectivement, ton émission, elle sera interdite en Europe. Mais donc là, en gros, c'est des petites subtilités légales pour ne pas faire d'ombre à l'euro. Alors oui, parce que justement, c'est pas si subtil, mais l'intention. Je me permets, Faustine, je veux pas te mettre dans une position délicate, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de live. C'est l'objectif affiché, c'est en tout cas, l'intention qui est voulue derrière ces règles, c'est de favoriser le développement de stablecoin euro parce que tu vas plutôt caper les autres. Alors après, il y a le mirage de se dire que les clients européens iront pas vers des stablecoins dollars à cause de ça. Sauf que la réalité est déjà tout autre aujourd'hui. Et il y a quand même peu de chances que ça change vu la réglementation des stablecoins euros qui est extrêmement lourde parce qu'elle a été inspirée de dispositions existantes, notamment la réglementation en matière de monnaie électronique. Et donc, pour demain, en Europe, pour émettre un stablecoin euro backé 1 pour 1, tu devras soit être une banque, un établissement de crédit, soit un établissement de monnaie électronique. Monnaie électronique, Or, déjà, alors c'est pas ces établissements qui aujourd'hui portent des projets de stablecoin euro, clairement. C'est plutôt des nouveaux entrants. Voilà, exactement. Et du coup, c'est trop dur pour des nouveaux entrants d'accéder directement à cette réglementation, surtout qu'il n'y a pas forcément une analyse de risque assez granulaire pour dire, il y a des stablecoins où appliquer la réglementation monnaie électronique à des stades où ils sont petits, où ils grossissent, ça n'a aucun sens, en fait. Même en termes... après, un petit acteur pourrait peut-être se louer un agrément et faire un pacte avec un gros acteur qui, lui, a un agrément de ME ou qu'il accepte de prendre le risque, quoi. Mais bon, le problème, c'est même pas tant la prise de risque, c'est qu'en fait, obtenir ces agréments ou ces locations d'agréments, mettre en place un compliance officer, un gars l'IT qui suit les flux financiers, tout ça, c'est un centre de coûts qui est énorme. Donc, en réalité... si t'as pas une trésorerie de plusieurs millions à ta disposition, tu ne peux pas être un acteur du marché. Voilà. Donc on crée des oligopoles en fait avec des règles comme ça. Du coup, globalement, l'objectif affiché, c'est de protéger le consommateur, de protéger l'utilisateur de crypto, etc. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et le jour où Mika est potentiellement, mis en place? D'un point de vue consommateur, qu'est-ce qui va faire que je serai plus protégé? Est-ce que, j'en sais rien, pour une raison XY, si Binance se tire avec la caisse, est-ce que j'ai une partie de mes fonds qui est protégée? Si demain, je vais sur un vieux fork de la BSC, est-ce que ça va changer quelque chose? Tu vois, à quel point
nous, ça va nous toucher en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, parce qu'au final, on se prend quand même des bonnes leçons de morale à tour de bras, et j'aimerais bien un petit peu comprendre ce qui va changer pour nous, au-delà du fait d'être un peu plus suivi. C'est évidemment un discours un peu plus dissident envers envers ces lois, envers cette régulation, mais je le pose de cette manière-là parce qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui se posent cette question, quoi. Alors, il y a quand même du coup, des aspects positifs, puisque c'est ce que tu disais, tu vas avoir des prestataires qui vont être contraints de donner une information claire, non trompeuse, et suffisante pour souscrire à des services. Aujourd'hui, ça pouvait être un petit peu lacunaire auprès de certains prestataires. Effectivement, et en particulier pour ceux qui vont faire la conservation de cryptoactifs, tu vas avoir des obligations en matière de sécurisation des fonds, de remboursement en temps et en heure. Tu vas pas pouvoir séquestrer les fonds de tes clients s'ils veulent les récupérer. Donc, tu vas être d'autant plus garanti face à ça. Et en fait, quelles que soient les règles finalement qui vont devoir être respectées, tu sais que derrière, tu as un superviseur et que tu as un dispositif de sanction aussi si c'est pas respecté. Donc, c'est parce que c'est aussi ça qui contraint des entreprises qui sont soumises à la réglementation de se tenir à carreau. Donc, au niveau positif, je dirais que quand même tout ça est fait pour plus d'informations, plus de sécurité, effectivement, pour les utilisateurs. Le revers de la médaille, c'est que la mise en place d'une réglementation a des coûts. Donc, je pense que ça va aussi se répercuter sur les utilisateurs, sur les frais. Parce que tout ce qui va être effectivement, tu parlais des frais de compliance, la mise en place de tout le dispositif réglementaire, l'outillage, les procédures, tout ça va avoir un coût. Et une façon de le répercuter, ça va être effectivement sur l'utilisateur. Et donc c'est vrai que si les acteurs européens sont trop contraints, ont trop de coûts et le répercutent trop, on va être d'autant moins compétitif par rapport aux acteurs étrangers qui ne seront pas soumis à cette réglementation. Donc je pense que c'est ça qui va être intéressant pour les utilisateurs. Bon, après, franchement, c'est un truc de ouf. Alors après, les entreprises françaises habituées de la réglementation depuis 3 ans, je pense que le choc sur les frais va être certainement moindre que pour ceux qui démarrent de rien. Donc en soi, c'est une bonne chose. En fait, le problème, selon moi, c'est le côté un peu pervers, c'était un exchange français ou européen. Bon, donc déjà, il faut greffer à ton système d'information existant toutes les logiques de anti-fraude, de traque des flux, etc. Donc, tu vas créer de grosses machines à gaz, tu vas perdre en performance. Va s'ajouter à ça des règles qui vont obliger. Après, il y a du bon et du pas bon là-dedans, mais gestion des litiges, gestion du support pour les consommateurs, etc. Et tout ça, ça va faire augmenter les frais de transaction, ça va faire augmenter les coûts de tout, en fait. C'est chaud. Pour moi, c'est En fait, ça me fait aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui en parle et il me dit ça fait penser à l'Argel. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'Argel, du coup, c'est la réglementation, la régulation pour tout ce qui est jeu d'argent en France. Et au final, tu te rends compte que, bah, en fait, tu as une poignée d'acteurs qui sont vraiment autorisés. Donc, au final, tu as globalement un monopole. Oui, c'est l'État qui décide, OK, lui, il a le droit. Donc, ça, déjà, toutes les petites boîtes, c'est impossible d'exister. Et puis derrière, du coup, tu as des gros acteurs qui peuvent faire du marketing à gogo, qui protègent les consommateurs, mais au final, on reste quand même sur du jeu d'argent, donc faut pas oublier où l'argent termine. Tout et de l'autre côté, t'as des acteurs qui sont du coup non régulés, qui pullulent, et qui au final, aujourd'hui, représentent un trafic énorme. Je pense notamment à la partie casino en ligne, tu vois, ou même paris sportifs. Tu as de plus en plus d'acteurs qui sont non régulés ou régulés à l'étranger, et que les utilisateurs français consomment, en fait. Donc c'est un peu, c'est un peu frustrant. Après, en tout cas, un point qui est hyper important à mentionner, c'est que dans tous les cas, l'industrie, elle pourra pas devenir énorme si on n'a pas ce genre de régulation. Voilà, si tu veux que ta mère ou ta grand-mère puisse ouvrir une application mobile, acheter de la crypto-monnaie facilement et faire des applications complexes et que tout le monde puisse être touché, c'est clair que la régulation, voilà, c'est impératif tôt ou tard. Après, il faut juste voir à quel point elle devient dantesque ou pas. Mais voilà, la régulation, de toute façon, c'est un phénomène pour moi qui est naturel. Genre, enfin, à quel moment on peut s'attendre à ce que l'industrie devienne énorme sans qu'il se passe rien à ce niveau-là? Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Faut juste mais éviter je dirais même à quel moment pervers. on peut s'attendre que le secteur reste dérégulé. En fait, c'est un peu ça qui est utopiste, c'est de penser que les décideurs ne vont pas s'y intéresser
intéressés et vont laisser ça déréguler très longtemps. Alors après, on peut être surpris du fait de penser à la régulation d'une industrie qui est extrêmement jeune et d'une innovation qui est extrêmement jeune. Parce que, à titre de comparaison, on met en place un texte réglementaire sur les GAFAM la même année que sur les cryptos, alors qu'ils ont eu un tout petit peu plus de temps pour se développer. Donc, à la limite, la question, c'est peut-être qu'on y va un peu tôt, mais on ne pouvait pas ne pas s'attendre à ce que une réglementation soit mise en place. Et c'est pour ça que pour nous, arriver en tant qu'association professionnelle avec le message « il ne faut pas de régulation », c'est pas du tout entendable et on serait absolument pas crédible. Donc ensuite, c'est ce que tu dis, les objectifs de la réglementation, ils sont salutaires et on est d'accord. Hein, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on est tous d'accord. La lutte contre le changement climatique, on est tous d'accord. La protection des utilisateurs, on est tous d'accord. Donc le sujet, c'est une réglementation adaptée. Avec le principal problème, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de la réglementation financière actuelle et on a fait parfois un copier-coller trop rapide sans se dire on est sur des marchés cryptoactifs qui sont transparents, plus traçables. Est-ce qu'on pourrait pas optimiser la réglementation? Ça, pour nous, c'est le principal écueil, c'est d'avoir c'est pas suffisamment fondé sur les opportunités technologiques des cryptoactifs. Et ensuite, si on parle de réglementation, il faut absolument parler de supervision parce que si les règles, elles sont adaptées et elles ont un sens, si t'as pas d'arbitre pour qu'elles soient appliquées par tout le monde, et y compris, on parlait des acteurs étrangers qui feraient de la sollicitation active de clients européens, mais qu'on n'empêcherait pas de le faire, à ce moment-là, toute la réglementation perd son sens, puisqu'on n'a pas de superviseur derrière pour garantir que tout le monde l'applique et que les gens qui l'appliquent sont récompensés de l'appliquer, en fait. Mais il n'y a pas de récompense. Il n'y a aucune récompense. Le gros problème, je pense, c'est que contrairement à d'autres industries qui se font réguler, en fait, en soi, ça change des choses, mais ça change pas drastiquement. Là, on parle quand même d'une idéologie qui est, je peux être libre, je peux posséder mon argent et je peux l'envoyer où je veux sans qu'on me pose de questions, en fait. Donc, ça va clairement contre un petit peu, je pense, l'idéologie de base. Et c'est pour ça que les gens ont autant de mal, en vérité. Je pense que c'est tellement gravé dans l'esprit même de la technologie que... Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer, à mon avis, l'industrie, on va dire, intermédiaire, les intermédiaires, où ça paraît pas aberrant quand même de demander à ce que des gens donnent des informations ou garantissent que tu sécurises les fonds que tu reçois. Ça, à la limite, qu'ils soient concernés par une réglementation un peu similaire à ce qu'on peut demander à des opérateurs sans trop d'habitude. Voilà. Ensuite, effectivement, pour tout ce qui est du domaine, notamment de la finance décentralisée, ça fait beaucoup moins de sens et même c'est contre-productif d'appliquer ces réglementations. Et du coup, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau européen qu'on a pu avoir en juin, puisque MiCA ne s'appliquera pas à la finance décentralisée. Et ça a été un énorme combat. Ça, c'est top, je suis d'accord. Parce que comme MiCA, c'est une réglementation pour les intermédiaires, tu demandais ça à l'écosystème DeFi, ils pouvaient de toute façon pas le respecter, sauf à se réintermédier, ce qui a absolument aucun sens, qui est absolument contre-productif, ou du coup, ils seraient partis ailleurs. Donc, c'est pas pour autant que la DeFi va rester dérégulée, pas du tout, mais d'ici 2024-2025, la finance décentralisée n'est pas considérée dans MiCA et pas couverte. Par contre, il va y avoir une réflexion à long terme de la Commission européenne pour savoir comment on fait, parce qu'effectivement, on ne peut plus avoir des responsabilités sur des intermédiaires, des opérateurs de plateformes, ça ne marche pas dans la DeFi. Donc, qu'est-ce qu'on invente d'un peu nouveau pour réguler? Et c'est pour ça que là, il faudra absolument que l'industrie soit présente pour accompagner ces réflexions, pour donner, disons, des clés de compréhension et des bonnes idées de grands principes, parce que de toute façon, on ne passera pas à côté. Donc, autant que l'industrie inspire des choses qui sont adaptées et pertinentes, et qui sont fondées sur les opportunités technologiques de la DeFi. Donc, ça sera extrêmement important. Sur les NFT, ce sera pareil. Il y aura des réflexions à long terme. Sur le sujet environnement, il va aussi y avoir des réflexions à plus long terme de la Commission européenne, parce que le sujet qui a été très chaud à un moment, c'est plutôt adouci avec les débats. Donc, on a des obligations plutôt proportionnées aujourd'hui dans MiCA, mais il est considéré de réouvrir le dossier plus tard. Donc, la réglementation est un processus mouvant. Il faut qu'on reste toujours vigilant. Et surtout, je pense qu'on reste pas caché parce qu'en fait, c'est ce qui aussi a pu conduire qu'à un moment, la DeFi était captée dans MiCA, en tout cas qu'il y a eu cette question, c'est parce que comme c'était absolument pas connu et qu'en plus les entreprises n'étaient pas visibles ou même pas atteignables, ça conduit forcément
pas forcément de façon volontaire, hein, mais à créer des règles qui sont pas pertinentes et extrêmement contraignantes. Bah après, je dirais que le processus naturel de tout ce qui s'est passé, il est bien parce que pour le moment, on va dire que les règles qui doivent se mettre en place, elles font sens. À part cette histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, des 100 millions d'euros journaliers sur l'euro, là, je comprends pas trop. Réguler la finance décentralisée, ça n'a aucun sens. Par contre, effectivement, bah, dès que tu passes par de l'intermédiation, c'est le rôle de l'intermédiation, c'est de capter, protéger, fournir un service, etc., etc. Donc il faut faire attention. Moi, je compte vraiment sur vous pour nous représenter et inversement nous tenir au fait des dangers, parce que si tu veux, moi, je suis quelqu'un de très complotiste de nature, et s'il y a bien un truc dont je suis convaincu, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle veut pas notre bien. Et bon, des fois, il peut y avoir des petites subtilités dans le texte, donc il faut le partager. Surtout que j'ai cru comprendre que vous avez vraiment beaucoup de paperasse qui passe entre vous et les régulateurs, et inversement, ça passe en boucle. Donc, tu es obligé d'être du secteur, d'être informé en temps réel tout le temps, parce que ça change constamment. Bah, Mika, la première proposition, c'est septembre 2020. La première consultation de la commission, c'est décembre 2019. Entre septembre 2020, qu'on a une proposition, et aujourd'hui, il s'est passé presque 2 ans où ça a été des débats en continu, pas forcément visibles. Et donc, effectivement, pour nous, l'enjeu, c'est d'être au courant et de pouvoir participer de façon indirecte à ces débats. Et par exemple, quand il y a une idée évoquée dans ces débats dont on apprend qu'elle est mauvaise, bah, c'est de pouvoir arriver en disant ce serait sympa de parler des NFT parce que non, c'est pas une classe d'actifs financiers homogène qui devrait être réglementée dans MiCA. Ça, c'est l'enjeu. Et effectivement, c'est des informations pas forcément accessibles facilement. Et surtout, c'est un travail monstre. Hein. MiCA, c'est 120, 130 articles. Donc c'est un petit livre de chevet qui bouge constamment au fur et à mesure des trilogues et sur en plus des sujets hyper divers. Donc c'est un boulot à plein temps de suivre les trilogues, effectivement. Donc en gros, excuse-moi Léo, je termine juste, tu peux pas dormir en fait. C'est-à-dire que si tu lis pas tout de fond en comble et tu ne vois pas la petite bête, potentiellement ça passe en fait. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on se repose aussi sur les membres pour bénéficier de leur expertise, de leur retour terrain, leur priorité aussi, parce que toute la subtilité du jeu diplomatique, je dirais, c'est que tu vas être obligé de faire des compromis et que tu as des sujets que tu vas vouloir défendre bec et ongles et d'autres qui te sont pas favorables, mais il va falloir te dire bah je vais sacrifier celui-ci plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça qu'on peut pas avoir toutes les victoires, mais que sur MiCA, on peut se féliciter d'avoir la DeFi qui est exemptée et les NFT qui sont exemptés, qui pour nous étaient les sujets les plus chauds, disons. Pareil que le ban du Proof of Work, ça va pas passer. Ça faisait partie des énormes priorités. Ensuite, bien sûr, on n'a pas pu tout gagner, mais de toute façon, dans le jeu de la réglementation, c'est impossible de ne pas avoir de compromis, sachant que nous, on défend les intérêts de la crypto, mais les institutions européennes, elles sont prises entre les intérêts des banques, les intérêts des marchés financiers, probablement un peu les intérêts du système monétaire, et que donc on joue, c'est un jeu très multilatéral où il y a des intérêts extrêmement divergents. Donc il faut qu'on se félicite des avancées favorables et c'est normal qu'il y ait des compromis à faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que du coup dans le chat, il y a pas mal de gens qui disaient nous on n'a jamais voté pour ça. On n'a jamais véritablement potentiellement élu les gens qui votent ça, ou en tout cas le vote direct n'est pas pris en compte, etc. Ça devrait pas être possible, etc. Mon commentaire sur ça, c'est que je pense que si on laissait véritablement les gens voter, on a quand même une armée anti-crypto, anti-NFT qui est assez monumentale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc si on laissait tout le monde voter, je sais pas si ça irait dans notre sens. Je dis pas qu'il faut pas laisser les gens voter, hein, mais il y a aussi ça, hein, c'est que aujourd'hui il y avait, je crois, Zidane qui a annoncé un partenariat avec
avec Sorare, la même chose pour Mbappé. Les commentaires, ils font peur. Donc voilà, là, alors les NFT, c'est peut-être un autre sujet. Peut-être les gens arrivent à faire la différence, mais j'en suis pas certain aussi. Et tout ce qui se rapporte à la spéculation, généralement, le mot spéculation est un gros mot absolu, hein, alors que tout être humain spécule sur quelque chose au quotidien. Mais c'est juste que nous, on est des spéculateurs professionnels. Il y a des gens qui font de la spéculation leur métier. Et après, oui, les gens regardent des reportages, donc tu sais, les petits reportages cache investigation et compagnie avec des musiques bizarres. Bah forcément, les gens, ça leur retourne un peu le cerveau. Et puis c'est manichéen, la spéculation, ça peut être mal, mais en fait, si t'as pas de spéculateur, tu peux pas te couvrir derrière. Enfin, c'est des stratégies de marché. Tu peux tu peux spéculer, tu peux faire de la couverture, tu peux faire de l'arbitrage, et tu peux pas te couvrir si en face t'as personne qui prend le risque inverse et le pari inverse. Donc, encore une fois, c'est parce que c'est des sujets certainement un peu obscurs, et la finance a mauvaise presse, un peu comme les cryptos, et voire encore pire du coup pour les cryptos qui mélangent un peu le pire des mondes pour certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Asie? J'ai cru comprendre que, enfin, l'impression que ça a donné aux États-Unis, c'est que dès qu'ils ont voulu avancer, ça avançait super vite, quoi. Mais, enfin, après, là, c'est vraiment à l'échelle d'un pays. Nous, on parle limite à l'échelle d'un continent. En tout cas, l'Union européenne, c'est énorme. Comment, du coup, ça se passe à l'étranger? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes, inspirantes? Alors, si je prends l'aspect réglementation, l'Europe est très clairement en avance, et on est plutôt scruté, notamment par les États-Unis et le Royaume-Uni, enfin, qui sont pas à ce stade-là, mais qui vont regarder ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal. Ils ont juste fait Et les taxes, quoi, en fait, au final, non? Ils ont plutôt avancé, oui. Ça dépend, mais par exemple, le UK a parlé de sandbox à un moment donné. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont ils regardent beaucoup, enfin, ils mettent beaucoup en perspective avec la réglementation financière classique, donc c'est pas forcément toujours très très favorable. Mais ils n'ont pas encore une réglementation spécifique crypto comme on peut avoir, et ils en sont pas du tout à ce même stade de réflexion. Il y a un décret qui a été publié par Biden en mars, qui donne plusieurs orientations pour avancer, alors sur le sujet réglementation, sur le sujet dollar numérique. Mais du coup, on est vraiment à un stade de réflexion beaucoup moins avancé, par rapport à l'Europe, où là, on peut dire que MiCA et TFR seront en application en 2024-2025. Et il y a fort à parier que ce soit au UK ou aux US, quand ils se décideront à penser à leur cadre spécifique pour les marchés crypto, ils regardent ce qu'on a fait, et se disent là c'est trop strict, là je peux être attractif, et là je peux attirer les entreprises sur mon territoire. Yes. Ok. Mais il y a aussi le fait qu'on soit collé à la Suisse. Il me semble que la Suisse était vachement avant-gardiste sur la réglementation des tokens. Déjà en 2017, je voyais passer des documentations qui parlaient déjà des NFT, qui parlaient des différents types de sous-jacents derrière les jetons. C'était très intéressant. Et il y a aussi le canton de Zug qui est pro-crypto en Suisse. Donc je pense que la Suisse a déjà pas mal dégagé l'expertise, on va dire, qu'on a repris ensuite en Europe. En France, on est très bon là-dedans d'ailleurs. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, tu parlais de taxonomie des cryptoactifs. Elle a vraiment inspiré beaucoup de monde à l'époque au niveau du monde institutionnel. Donc c'est la FINMA, l'autorité suisse, qui avait pour la première donné une classification, alors très très grossière, hein. Il y avait les payment tokens, les utility tokens, les security tokens. Mais c'est vrai que ça a été vraiment la base de beaucoup de réflexions, et même au niveau français, sur comment on fait un cadre réglementaire et sur quel type de crypto. Ensuite, ça s'est heureusement affiné. Mais du coup, la Suisse est très clairement, on va dire, en embuscade pour récupérer les entreprises qui voudraient quitter le sol européen si la réglementation n'est pas favorable. Yes. Et du coup, en France, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que notre destin, il est absolument lié à l'Europe, ou est-ce que, j'en sais rien, pour une raison XY, on pourrait outrepasser ce qui se fait sur Mika, ou est-ce que juste en France, on est voué à avoir juste la taxation qui va être peut-être différente du reste des autres pays européens?
Alors en plus, comme en France, on a plutôt inspiré ce qui arrive au niveau européen que l'inverse, il y a quand même peu de chances qu'on se désolidarise. Et en plus, c'est pas pour rien qu'on ait signé des accords politiques les 29 et 30 juin sur TFR et MICA respectivement. On était sous présidence française du Conseil de l'Union européenne et c'était vraiment un objectif de leur part de boucler ces accords politiques sous leur mandat, sachant qu'ils avaient déjà été moteurs au niveau national de la réglementation crypto, puisqu'on l'a depuis plus de 3 ans. Donc, ils voulaient conserver ce rôle, ce leadership sur la structuration de l'écosystème européen des cryptoactifs. Donc, non, sur la réglementation, on va avoir la même réglementation que les autres États membres. On va avoir MiCA, on va avoir TFR. Et puis, on aura tous les autres textes européens qui seront mis en place derrière. Ensuite, effectivement, au niveau de la fiscalité, on est encore sur une compétence nationale. Donc, c'est pour ça que pour nous, le prochain enjeu, c'est le projet de loi de finances. Donc, on est déjà en train de plancher dessus pour avoir des propositions et proposer des amendements à intégrer qui soient favorables en matière de fiscalité pour les marchés de cryptoactifs. On en avait déjà porté l'an dernier et on en a 3 qui étaient passés sur 8. On a un petit peu peur cette année parce que la commission des finances est peut-être dans une posture un petit peu moins favorable pour les cryptos, notamment Pourquoi? du fait de la présidence. La présidence de la commission des finances est tenue par un député LFI et LFI n'est pas forcément un parti qui a montré son ouverture par rapport au sujet des cryptoactifs. Au contraire. Ok, ouais. Donc c'est une conjoncture un tout petit peu moins favorable que ça pouvait l'être l'an dernier. Ensuite, il faut voir comment ça se passe et quels sont les rapports des oppositions sur ces sujets-là. Mais effectivement, pour le coup, il faut qu'on se mobilise au niveau français pour des évolutions fiscales favorables sur les marchés de cryptoactifs. Et là, on a effectivement la main au niveau domestique. Faut envoyer quelques fachos du coup pour faire la contrebalance du député. Parce que du coup, moi j'ai vu Sizi il y a quoi, 4 jours, 5 jours, et du coup j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Du coup, on a eu une discussion qui était assez intéressante sur notamment Malte, sur la France, etc. Et voilà, bah après, je pense qu'il l'a dit très ouvertement, publiquement, mais il était vraiment dans une discussion très ouverte avec Emmanuel Macron, comme quoi Emmanuel Macron voulait faire le maximum pour attirer Binance et tout l'écosystème crypto. Est-ce que voilà, c'est des paroles en l'air, ou est-ce que ça s'attribue à une élite, ou est-ce que voilà, ça pourrait réellement avoir un impact pour même nous en France? Ou est-ce que ça va se résumer à un député ou un élu qui a un biais et qui nous affecte tous? Alors oui, on a un enjeu d'éduquer au niveau du nouveau Parlement, ça c'est sûr. Il faut absolument qu'on sensibilise le maximum de parlementaires sur les sujets, qu'on décrispe aussi beaucoup, parce que si on veut avoir l'oreille et des possibilités d'influencer sur certaines choses pour le prochain quinquennat, il faut absolument qu'on ait des alliés. Et donc élargir le cercle des quelques crypto-députés qui n'étaient pas assez nombreux pour qu'on ait un poids suffisant lors du dernier quinquennat. Donc ça, c'est un énorme sujet. Pour nous, pendant la campagne des législatives, on a fait un tour de France, on est allé voir nos membres en circonscription et on leur a fait rencontrer des candidats à la députation pour justement un peu préparer le terrain. Et c'est vrai que ça a été extrêmement favorable. Les retours étaient vraiment positifs parce qu'en général, c'est des gens qui connaissent absolument pas la crypto, qui sont curieux et dès qu'on leur en a parlé 1 heure, 1 heure et demie, comprennent très très vite les enjeux avant de s'être fait polluer, on va dire, par toutes les autres idées négatives qu'on pourrait avoir. Donc ça va être un travail de longue haleine. Surtout que, comme je le disais, il y a des partis qui sont forcément un tout petit peu moins ouverts que d'autres. Donc, c'est assez facile de parler. Je pense que des LREM, LR, le PS, on n'a jamais eu trop de difficultés sur ces sujets pour échanger avec, c'est le avec des personnes. centre-gauche, centre-droit, je dirais. Hein. Dès qu'on va très à gauche ou très à droite, il y a une opposition.
Voilà, C'est c'est de beaucoup moins crypto. évident. Ouais. Ouais. Donc voilà, il faut absolument qu'on continue cet effort de pédagogie. On le fait, mais il y a aussi beaucoup de gens dans l'écosystème qui le font. Et il faut que ce soit des efforts constructifs pour amener les gens vers ces sujets. Donc par exemple, le prochain exemple en date, c'est notre événement de lundi prochain. J'espère que vous êtes inscrits. Toute la journée de conférence. Justement, notre cible, c'est les institutionnels, c'est les parlementaires, c'est C'est les quand, entreprises pardon, non Faucine, crypto. tu peux répéter? C'est lundi prochain, donc le lundi 18 juillet. Ah, zut. Ok. C'est à la Maison de la Mutualité, là où en fait il y aura la Sisi à partir du lendemain, et ça s'appelle le Crypto and Finance Forum. C'est la 2e édition. On fait ça vraiment toute la journée. Le matin, les panels sont en anglais, l'après-midi en français. Et on va parler de tout. Et le but, c'est vraiment de pouvoir aborder tous les sujets sur cette journée avec les gens qu'on a besoin d'embarquer, du secteur public, donc les autorités, les régulateurs, les parlementaires, mais aussi le secteur privé, donc l'industrie non crypto, mais qu'on a besoin d'embarquer parce qu'il y a des obstacles à lever grâce à eux. Puis, on va parler de réglementation, de géopolitique, mais aussi de cas d'usage, parce que ça, c'est extrêmement important d'être concret et tangible avec eux. On va parler d'écologie. Il faut absolument pas mettre le sujet sous le tapis. Et donc, on va avoir la chance d'avoir des interlocuteurs d'un peu tous les horizons, donc des interlocuteurs, des speakers crypto. Mais on a la Commission européenne, on a l'autorité des marchés financiers, on a le Trésor. C'est ouvert au public ou pas du tout? Si, tout à fait. Il y a la billetterie Ok. qui est encore ouverte jusqu'à lundi. Vous pouvez aller sur le site, c'est cryptofinanceforum.fr. Donc, il y a le programme, il y a les intervenants. On vous accueille petit-déj, déj, cocktail, si vous voulez rester toute la journée. Je mets ça dans Et le voir chat, tous les ouais. panels. Nickel. Génial. Ok. Ouais, d'accord, ouais, c'est en même temps que la... Ah, il y a pas mal d'événements maintenant. Moi, je serai à la Polygon Connect. Fin juillet, il y a tellement de choses, là, ça se C'est un superpose, c'est truc de assez ouf. infernal, les avions qui s'enchaînent. Je voulais peut-être parler de comment justement la DAN se finance. T'as mentionné qu'il y a des membres. Est-ce qu'ils ont un rôle dans votre financement? Est-ce que les particuliers vous financent aussi? Est-ce que, j'en sais rien, l'État vous finance ou pas du tout? Comment voilà, la DAN arrive à tenir debout? Même recrute, j'ai cru comprendre que vous recrutiez aussi des gens. Oui, alors le financement de la DAN repose principalement sur les cotisations annuelles des membres, parce que pour devenir membre de l'association et bénéficier des travaux de l'association, participer à nos groupes de travail, nos comités, avoir l'information privilégiée que l'on obtient, il faut être membre, et c'est des cotisations annuelles il y a un barème évolutif en fonction de la taille des entreprises. Et c'est ça qui aujourd'hui compose la majorité de notre financement. On n'a pas de subvention publique, on n'est pas une association d'intérêt public, donc on ne peut pas. C'est intéressant de le noter. Ça pourrait être le cas un jour ou pas du tout? D'intérêt public, Je connais mal, ça paraît donc, un peu compliqué. En tout cas, on avait regardé, mais le secteur, les intérêts crypto sont pas encore des intérêts publics. Peut-être que ça Ouais, c'est à viendra. double tranchant parce que là, c'est une niche pour les particuliers, c'est quasiment des professionnels et on pourrait imaginer des particuliers qui n'aiment pas les cryptos, qui se soulèvent, que leurs impôts partent pour financer ce genre d'initiative. Donc, ouais. Mais il est possible pour eux de nous soutenir autrement, puisque en fait, il est possible de donner à l'association. On a mis en place un module de dons, parce qu'effectivement, on a beaucoup de projets, on aimerait avoir beaucoup plus de moyens pour. Et donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément vocation à être membres, hein, c'est possible, mais qui veulent soutenir nos actions, voilà, il est tout à fait possible de donner à l'association en crypto. Si vous J'affiche à souhaitez. l'écran, j'affiche à l'écran le site du coup. Tu as Donc trouvé le dans chemin. J'ai mis aussi dans le footer, chat. c'est soutenir nos actions. Vous avez adhéré à la DAN si vous êtes. Donc encore une fois, c'est que pour les Juste professionnels. pour les professionnels de la fait. société. Ouais. Ouais. Tout Adhérer à à la fait. DAN et devenir mécène si jamais vous voulez faire une donation. Il y a est-ce qu'il y a de la réduction d'impôts pour les stratèges aussi qui veulent faire des dons mais qui veulent payer moins Alors, d'impôts? comme on n'est pas une asso d'intérêt public, Ouais, c'est il me ça. semble qu'on Pas a encore. regardé et que c'était pas possible. Ok, voilà, bon bah c'est toujours bon à savoir. Ça marche. Malheureusement. Bitcoin et Ethereum, vous prenez aussi les stables ou la carte ou c'est que crypto? Oui, alors là sur le site, effectivement, parce qu'en plus on est en train de refaire le site, il n'y a que nos adresses Bitcoin et Ethereum, mais oui, on prend les stables, effectivement. Ok. Et on était en train de mettre en place d'autres moyens. La carte, je crois pas qu'on ait mis en place encore. Ok. Ça peut être pas mal pour vous effectivement de mettre des stables parce que
Dans ces moments-là, on a peut-être moins envie de donner du Bitcoin et Ethereum, mais clairement du stable, je pense que ça peut Ah, être mais cool. c'est Et je surtout pense moins de que frais aussi. Mais nos je- cotisations sont ouais. payables en stablecoin, hein. Nos cotisations, les cotisations des membres, c'est soit en euros, soit en stable. Moi, je voulais faire un commentaire un peu sur la DAN en général. Alors, j'avoue que moi, je suis un peu, voilà, je suis spéculateur de base qui a juste des graphiques et puis voilà, le fondamental, ça l'intéresse pas trop. J'avoue que j'étais un peu dubitatif par rapport à ce que vous faisiez, surtout parce que j'étais mal informé. Mais franchement, je trouve que c'est super cool, enfin, concrètement, qu'il y ait des gens qui nous soutiennent et qui nous représentent. Parce que quand on sait toutes les mauvaises idées qu'il peut y avoir, notamment par rapport aux cryptos, tous les clichés qu'on peut avoir et qui peuvent être aussi répandus même dans les plus hautes sphères, je pense que c'est important d'avoir des porte-paroles. Donc, bah, écoute, merci pour ça. S'il y a des gens qui veulent soutenir, évidemment, je pense que ce soutien sera le bienvenu. Je voulais peut-être en profiter pour prendre des questions dans le chat. Si vous avez des Ouais. questions dans le chat par rapport à Faucine, par rapport à Ladan, par rapport à comment ça fonctionne ou quoi, n'hésitez pas. Capet, peut-être en attendant un dernier point de ton Ouais, côté. bah, j'avais une question déjà avant que les questions du chat arrivent. Tout à l'heure, je suis allé sur ton LinkedIn, Faustine, et j'ai vu tout en bas, il y a une partie cours et on pouvait voir des cours par rapport à la blockchain délivrée par Consensus et par un autre acteur. Alors, comment ça se passe? Tu as eu des formations et après, tu pouvais certifier ton cours sur LinkedIn? Comment ça se passe pour embellir son CV LinkedIn comme ça? Alors, ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai donné des cours en fait à la Sorbonne, D'accord? donc je sais pas Ok. si c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. J'ai donné des cours pendant 5 ans à la Sorbonne après mon diplôme en master 1 finance et en master 2 banque finance, celui que j'ai fait. Et donc au début, je donnais des cours de produits dérivés et gestion des risques, donc plutôt finance tradi. Mais après, j'ai donné un cours magistral sur crypto et DeFi. Donc je sais pas si c'est ça, mais Bah, tu vas me dire, je l'affiche à l'écran. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui touche ah oui. dans son domaine, que ce soit en finance ou même en crypto. Euh, c'est super cool, sincèrement. Pour une Ouais. fois. Hmm. Et alors oui, bah, je pense que c'est parce que j'étais chez Consensus à cette époque-là que c'est D'accord. écrit. Comme en dessous, il y a marqué à ma fille, c'était l'association dans laquelle je travaillais. Effectivement, j'ai aussi donné des cours en Andalousie sur les crypto-monnaies. Donc, il faut essayer Ok. de toucher un public large. Mais voilà, ça, c'est moi qui ai donné des cours en fait. D'accord. Ok, stylé. Je savais même pas que LinkedIn proposait ça. Bon, bah, c'était la petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui nous dit, faut-il fuir l'Union européenne? Euh, Chacun fait ce qu'il veut. Bah, la Suisse, En c'est fait, pas l'Union européenne, hein. j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui fuient en Suisse en ce moment. C'est un truc Oui, de il y a fou. aussi beaucoup de Bah, gens, ouais. beaucoup d'entreprises qui sont attirées par l'Europe en soi. Parce que s'il y a quand même un Ah ouais? avantage à être en Je Bah, pense. Binance, ils sont arrivés en France. C'est l'un des seuls États membres de l'UE où il y a une régulation. C'est quand même pas anodin. Ça permet de construire une réputation, une crédibilité. Hmm. Et ça permet plus facilement bah, déjà d'attirer des clients, mais aussi on n'a pas trop parlé de l'aspect partenariat et notamment avec bah, des institutions financières bancaires traditionnelles. Donc non, c'est plutôt, en fait, ça attire aussi des entreprises étrangères parce que on est pour l'instant la seule grande place, si je prends à côté les États-Unis et l'Asie, qui va proposer un cadre clair. Et aussi la lisibilité, c'est quand même important parce que c'est pas parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de réglementation que c'est favorable, parce que ça veut juste dire qu'on ne sait pas laquelle c'est. Donc à la limite, Hmm. l'avantage d'en avoir une, c'est qu'on sait vers où on va et que bah, peut-être qu'on ne sait jamais, les États-Unis vont mettre en place une réglementation et qu'elle va s'avérer super stricte. Mais du coup, aujourd'hui, les acteurs qui sont là-bas, ils se posent plutôt la question de qu'est-ce qu'elle va être. Alors qu'en Europe, on peut dire qu'on a la chance de savoir à quelle sauce on va être mangé, même si tout n'est pas rose. Donc, Puis on a une si, c'est audience énorme en attractif. France, hein. On a une audience énorme. Rien que Ouais. tous les cerveaux français qui sont dans la crypto, dans la DeFi, même si souvent ils se cachent via des expressions un peu anglophones ou même dans des entreprises qui sont pas forcément françaises, mais j'ai l'impression qu'on a énormément de cerveaux On est en réputé France à pour. ce Hein. niveau-là. Et même au-delà de ça, on a un public en France qui est hyper engagé dans la crypto. Alors bon, il y a toujours d'autres pays qui sont hyper engagés, mais j'ai l'impression en Union européenne, on est assez friand quand même des cryptos par rapport aux autres, donc je pense que ça doit peser dans la balance. Ouais. L'aspect talent et notre expertise, en particulier en France, sur les sujets informatiques, mathématiques, finance, est vraiment reconnue.
Donc, il faut d'ailleurs absolument qu'on les garde pour construire en Europe, mais ils sont effectivement extrêmement débauchés. Et ça faisait partie des sujets qu'on a portés pendant la campagne des présidentielles. On a encore aujourd'hui une offre de formation très limitée, et en particulier dans les cursus du supérieur, on va dire classique, qui permettent pas de pouvoir sortir des promotions de gens formés autant qu'on en aurait besoin. Et d'ailleurs, il y a un énorme sujet pour les entreprises qui n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. On a fait une étude en février avec KPMG, et donc tu as toutes les entreprises interrogées quasi, elles recrutent. Pour moitié des profils tech et des profils non tech, donc ça c'était aussi intéressant à noter, mais tu as énormément de difficultés à trouver des gens parce que tu n'en as pas assez. On a encore un écosystème extrêmement autodidacte, et qu'en plus on est réputé, et du coup on n'est pas forcément les plus compétitifs pour recruter les propres talents qu'on a en France ou en Europe face à des entreprises qui vont offrir beaucoup plus dans d'autres pays. Donc il faut absolument qu'on accélère sur la formation, plus qu'on arrive à garder en fait les cerveaux en France et en Europe. Non, mais tu vois, moi, excuse-moi, un truc que je comprends pas, c'est que honnêtement, on est un État qui est tellement socialiste. Pourquoi on fait pas des cadeaux pour de la formation, pour des entreprises, pour entreprendre, quitte à faire vraiment du keynésianisme à fond? Allons-y, faisons des cadeaux fiscaux pour entreprendre. On a les cerveaux, on a les entreprises. Pourquoi on fait pas des trucs pour pousser à faire du remote, pour éviter de polluer avec les transports et compagnie, ce genre de choses, tu vois? Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Allons-y. Oui, volonté politique. Ensuite, je pense qu'il y a un sujet qu'on a un peu abordé en filigrane, mais c'est que et quelle que soit la décision derrière et le sujet dont on va traiter, mais tant que la crypto ne sera pas considérée comme stratégique, utile, et que l'intérêt de développer son industrie ne sera pas compris, forcément que ce sera difficile de porter des demandes de type amélioration en matière de fiscalité, réglementation adaptée et proportionnée, favoriser le développement de formation. Donc c'est encore, et c'est pour ça que quand il y a un gouvernement qui est renouvelé ou un parlement qui est renouvelé, c'est autant de travail qu'il faut refaire. Mais c'est leur expliquer pourquoi il faut promouvoir le développement de cette industrie, pourquoi la crypto est stratégique, pourquoi c'est le socle de notre souveraineté numérique et monétaire de demain, sachant qu'aujourd'hui c'est très obscur pour eux. Donc, il faut commencer par là, avant une fois qu'on aura le terreau favorable et la compréhension, pouvoir expliquer ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que notre première recommandation dans notre manifeste aux candidats à la présidentielle, c'était avoir une stratégie nationale d'accélération pour la crypto, qui définisse vraiment la vision de la France, et que cette vision soit positive, parce qu'aujourd'hui, France ou Europe d'ailleurs, la vision sur la crypto, on n'est pas ni positive ni stratégique en fait. Non, parce que comme tu l'as dit, de toute façon, d'un point de vue politique, tu vois bien que on a presque de la diversité de partout. Les gens sont pas raccords sur l'interventionnisme de l'État. Pourquoi? Donc on met le budget où? On entend, là je suis un peu de politique, mais que ce soit déjà les trucs principaux, la police, l'armée, l'école, l'hôpital, etc. On n'a pas assez de budget, et à côté de ça, on dit qu'il faudrait du budget pour d'autres trucs. Donc c'est toujours la question qui revient, c'est où va le pognon en fait, hein. Parce que les impôts, on les paye pas mal même, mais il n'y a pas de pognon. Bref. En tout cas, beaucoup de très bons retours dans le chat, franchement, ça fait plaisir. Je sais que c'est pas la tasse de tête de tout le monde, mais voilà, je pense que c'est le genre de live, c'est le genre de contenu qui est important aussi de produire, parce que voilà, on est spéculateur, on est utilisateur, on est tout ce qu'on veut, mais voilà, il faut un petit peu être au courant de ce qui se passe dans la vraie vie. Et voilà, moi je suis le genre de personne qui ne suit jamais l'actualité du pays, hein, ou même en général, et déjà c'est important quand même de savoir dans quel pays on évolue, et comment un petit peu ça va se concrétiser. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Faustine, pour ce temps que tu nous as accordé. Franchement, ça fait très plaisir. Pour les personnes qui veulent du coup se rendre à la conférence de la DAN, ça va être du coup le lundi 18, si je me trompe pas. Et on vous remettra le lien peut-être pour la partie mécène dans le chat, si jamais vous voulez aussi soutenir. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Faustine, un mot de la fin pour les gens qui nous regardent.
Alors, merci beaucoup pour votre attention. Plus d'une heure sur la régulation. Je suppose qu'effectivement, c'est pas un exercice facile ou habituel. Ça va. Effectivement, c'est important parce que, et c'est ce que j'ai un peu dit, il faut la construire avec les législateurs, les régulateurs, les institutions. Il faut qu'on soit constructif et présent pour pouvoir faire un cadre favorable. Et un cadre favorable, ça va être un cadre qui remplit les objectifs de la réglementation, tout en permettant à nos entreprises de devenir des champions et de développer l'innovation, tout en préservant effectivement tout ce qui va être écosystème décentralisé et l'intérêt d'avoir cet écosystème décentralisé qui est le cœur de la crypto. Donc, il faut qu'on accompagne ces efforts-là. La réglementation, elle est là elle va arriver et elle va rester. Donc, le but pour nous, c'est qu'elle soit la plus adaptée, la plus proportionnée possible. Et pour ça, c'est grâce, je dirais, aux membres et à toutes les personnes qui vont nous soutenir qu'on arrivera à le faire. Je mets le Twitter de l'Adam dans le chat également si vous voulez suivre. Donc là, clairement, c'est du pur réglementaire, les gars. Ça va pas vous envoyer des calls avec des jetons ici. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais donc, pour résumer en quelques mots, donc il y a Mika qui est en train de se construire, qui est une réglementation globale du marché et de la monnaie, pas seulement de la monnaie. On a une réglementation TFR qui, elle, s'adresse uniquement aux transactions. Et on devrait voir du mouvement dans les 18 prochains mois probables de ce qu'on entend avec mise en place des règles. Donc là, vous êtes en train d'étoffer les règles avant de les valider et de les mettre en production. Alors, les régulateurs, les institutions européennes sont en train de mettre en place l'accord qui a été trouvé, l'accord sur MiCA et l'accord sur TFR. Et il y a des sujets qui seront traités sur le long terme, sur lesquels il faut qu'on soit proactif. Ça va être la DeFi, les NFT, le traitement environnemental des cryptoactifs principalement. Donc, effectivement, on a encore un peu de pain sur la planche. Yes. Merci beaucoup, Faustine. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous aurez les liens en description pour Ladan, pardon. Ladan pour les suivre sur Twitter, si vous voulez aussi faire une petite donation. On se revoit vite, de toute façon, pour des mises à jour autour de la réglementation. Tu es toujours la bienvenue, toi et tes collègues de la DAN, et on enchaînera parce qu'il va se passer quelques trucs, j'imagine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, pour ceux que je ne verrai pas lundi, passez un très bel été. Yes. Ciao tout le monde. Bye.